Bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs rois, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à méropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 35. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Le César Julien a dû enfin passer un bon hiver 357. Lui qui 2 ans plus tôt était parti en traînant des Galligae pour la Gaule, obtient un succès majeur contre les Alamans à la bataille de Strasbourg. Succès contre les Alamans qu'il va prolonger cette même année, à l'automne, en continuant sa campagne sur la haute vallée du Rhin, à plus de 200 km au nord. Julien rejoint la place forte de Mayence et après quelques semaines d'opérations de pacification contre les tribus locales, il impose finalement un armistice général contre les Alamans. Oui, je sais, je n'utilise pas forcément les bons termes. Une année 357 donc, pleine de succès, que Julien va conclure de la plus belle des manières avec une dernière opération de maintien de l'ordre contre des Francs. Première étape de la sécurisation générale de la Gaule du Nord de la fin des années 50, qui restera son grand titre de gloire, comme nous allons le découvrir dans cet épisode. Julien n'a probablement pas anéanti la totalité des Alamans vivant dans le Bade-Wurtemberg moderne, ni pris le contrôle de leur pays en 357. Mais il a réussi à mater les fortes têtes de ce peuple vivant à proximité du Rhin, et notamment quelques rois. Et il s'est acheté un peu de tranquillité sur cette frontière pour quelques années, avec son succès retentissant de Strasbourg et les opérations de pacification qui ont suivi dans les semaines suivantes, près de Mayence. Mais lorsque Julien termine son grand carnage d'Alamans à l'hiver 357, le César apprend tout à coup qu'une troupe de Francs, comme d'habitude a-t-on envie de dire, est en train de piller allègrement dans son dos, du côté de Maastricht, aux Pays-Bas actuels, soit à quelques 200 km plus au nord-ouest. Bon, on parle des Francs, alors on est bien clair que ça n'a rien à voir avec l'armée géante et des Alamans. Non, c'est une petite troupe de peut-être 1600 hommes environ qui ont profité des opérations de l'armée au sud pour venir se servir dans les campagnes romaines sans surveillance. Une petite escapade qui va mal finir pour eux, puisque Julien, apprenant ça, fonce sur ce groupe et arrive à les assiéger dans 2 forteresses nichées sur la Meuse, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas modernes, quelque part dans les environs de la ville de Maastricht. Et s'il y a bien une chose que les Romains savent faire mieux que n'importe qui, c'est un siège. Ammien Marcellin va nous décrire une opération de 54 jours, en plein cœur de l'hiver, pendant laquelle les Romains encerclent les forteresses des Francs et bloquent tous les accès pour couper le ravitaillement. Les Romains organisent même des patrouilles sur la Meuse gelée pour casser régulièrement la glace et empêcher toute sortie ou entrée par ce chemin-là. Du vrai boulot de Romains, organisé, propre et implacable. Nos Francs libres, malgré d'hypothétiques renforts monstrueux de Francs dont Ammien Marcellin nous parle, mais qui ne se matérialiseront pas, comme d'habitude a-t-on envie de dire une nouvelle fois, finiront évidemment par se rendre début 358 pour ne pas mourir de faim, en se livrant ainsi à la merci des Romains. Et c'est ainsi que finit une sacrée bonne année pour le César Julien. Si je partage ton avis, Xavier, il n'en est pas de même pour ton enthousiasme sur ce season final. Car quand tu parles du triomphe final de Julien, début 358, tu fais allusion à la raclée qu'il a mis à une pauvre bande de Francs retranchés dans une forteresse par une armée surdimensionnée pour la tâche. C'est bien ça? Un beau succès, certes. Enfin, un succès tout court. Mais on est encore très loin de Massada ou d'Alésia pour le coup.
C'est que 1600 barbares coincés au milieu de l'hiver dans un trou paumé et encerclés par 10 000 Romains, ça n'enflamme pas vraiment mon imagination. Surtout que le résultat était un peu couru d'avance. En fait, ça tombe surtout bien cette histoire pour que Amiens puisse finir son chapitre sur un grand coup militaire ronflant, mais stratégiquement, ça casse pas trois pattes à un canard, ton siège sur la Meuse. Enfin, tout ça pour dire que malgré les propos ronflants de Marcelin de Tarascon, Julien n'a probablement pas réglé tous les problèmes de pillage en Gaule, n'est-ce pas? La situation en Gaule est loin d'être sous contrôle à ce stade, malgré toutes les belles opérations des 2 dernières années. D'ailleurs, c'est à peu près à cette période qu'on apprend tout à coup l'existence d'un nouveau chef franc libre un peu curieux, un certain Charietto. Alors, il faut être prudent sur la biographie de ce chef, dont on apprend seulement l'existence dans des écrits assez tardifs. Mais si on en croit l'historien Zosime de Byzance, notre barbare est un colosse et un redoutable guerrier. Probablement un franc salien, c'est-à-dire un franc issu de l'embouchure du Rhin dans les Pays-Bas actuels, qui dirige à la fin des années 50 une troupe de désesperados de sa tribu et qui opère dans les forêts aux alentours de Trèves en Allemagne. Ce qui est une localisation un peu surprenante, puisque Trèves est située à 400 km au sud de la localisation approximative de la tribu des Francs-Saliens. Alors, pas facile de se repérer entre toutes les villes qu'on vous envoie, mais Trèves se situe en Allemagne moderne, à une centaine de kilomètres au nord de Metz et juste à côté du Luxembourg. Donc 100 kilomètres au sud de Maastricht, où Julien a écrasé les 1600 francs, et très très loin de l'embouchure du Rhin en réalité. Quoi qu'il en soit, au vu de ce qu'on vous a raconté jusqu'à là sur les francs libres, vous vous dites que ça n'a rien de très original, et que Charietto n'est que le énième chef de bande franc qui opère en Gaule, la petite différence étant qu'on connaît son nom. Sauf que là, petite surprise, on apprend que notre homme s'est mis au service de Rome. Enfin, plus précisément des populations gallo-romaines, vu qu'il opère clairement dans la région avant même l'arrivée de Julien et sans mandat officiel. Apparemment, Charietto a rassemblé une troupe de ce qu'il faut bien appeler des assassins, constituée de Saliens, mais pas seulement, enfin de véritables bandits francs qui décident de s'attaquer aux autres barbares qui terrorisent la région. Et en opérant littéralement en marge de la loi, Charietto et sa troupe se mettent dans le business de la chasse à l'homme. Leur tactique rapportée est assez simple. Ils se cachent dans les bois la journée, et une fois la nuit venue, ils traquent les bandes de gerlins libres, pillant l'Empire en attaquant leur campement en profitant de l'obscurité. De véritables actions commando où ils massacrent tous leurs ennemis endormis, coupent leurs têtes, qu'ils ramènent en ville pour se faire payer un forfait par les Gallo-Romains, trop contents qu'on les débarrasse de ces vermines. Pendant plusieurs mois, Charietto va donc nettoyer les alentours de Trèves de tous les groupes barbares campant à proximité. Secrètement d'abord, en tout cas illégalement, et puis finalement, lorsque Julien se rend maître de la région à partir de 357 environ, en tout cas des villes, le César décide de l'employer officiellement pour continuer son nettoyage nocturne en l'encourageant dans ses opérations et en le secondant même avec des patrouilles de légionnaires en journée. Charietto enchaîne les coups de main pour le compte du César durant son séjour en Gaule du Nord et finit même par capturer celui que Zosime appellera un prince franc, réputé fils du roi des Chamaves, qu'il livrera à Julien. On n'en saura guère plus sur ce prince ou son père le roi, sinon qu'il servira plus tard à Julien pour conclure la paix avec ces mêmes Chamaves dans un échange de prisonniers. Quant à Charietto, il refera son apparition un peu plus tard dans l'histoire avec Amiens Marcelin. Donc le Robin des Bois du IVe siècle était un franc qui traquait du barbare pour le compte des Romains. Mais si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on entend le nom de chef franc libre depuis un sacré moment. Tant mieux pour Charietto, qui passe comme ça à la postérité. Mais ça laisse un peu perplexe quand même sur son importance qu'on pourrait qualifier de très relative. Un chef de bande qui massacre d'autres bandes la nuit, c'est pas super glorieux. Encore une fois, comme dans l'épisode du siège sur la Meuse, raconté au début de cet épisode, on nous vend un peu des vessies pour des lanternes en nous faisant miroiter des armées redoutables de Francs, mais concrètement, cela fait un peu flop, toutes ces histoires. De là à conclure que les auteurs en rajoutent un peu sur les Francs au quatrième, il n'y a qu'un pas que personnellement je franchirais allègrement. Et toi? Sans doute.
Mais il y a quand même une ou deux choses à noter. Alors que des Germains travaillent par appât du gain, rien de surprenant si on repense au carburant fondamental des fameuses invasions depuis un siècle. Un Salien qui monte une bande de francs libres et qui choisit de manière opportune de se faire rémunérer par les Romains pour lutter contre d'autres barbares, même des Francs, c'est donc tout à fait normal. On l'a dit, il n'y a pas de patriotisme franc, il n'y a pas de patriotisme de nation barbare, ni avant ni pendant le IVe siècle. Et les Germains sont avant tout les ennemis d'autres Germains, et cela bien avant les écrits de Tacite. Le scénario le plus probable derrière l'histoire de Charietto, c'est bien sûr celui d'un renversement d'allégeance. Un chef franc venu pour piller la Gaule comme tant d'autres avec sa bande, et qui réalise que finalement, il y a plus à gagner à se mettre au service de ses victimes gallo-romaines en se retournant contre ses soi-disant compatriotes, avec de gros guillemets. Non, ce qui est assez bizarre, c'est surtout que dans cette histoire, Charietto opère en dehors de tout cadre législatif romain. Ce genre de technique de bandit de grand chemin, bandit qu'il est par ailleurs, ne devrait pas être acceptable pour Rome. Et pourtant, Julien fait effectivement le choix de non seulement laisser faire, mais d'encourager Charietto dans son entreprise. Car le Franc et sa bande de brigands rebelles ne sont pas actifs outre-Rhin. Non, ils sont stationnés sur les terres d'Empire, autour de Trèves, en plein cœur de la Gaule du Nord, près d'une ex-capitale impériale. Une bande de barbares en totale autonomie, ne respectant aucune loi de la guerre, ni aucune loi romaine tout court, qui vit sa petite vie de chasseur de primes, alors que le numéro 2 de l'Empire est sur place avec une véritable armée. Alors pour ma part, je trouve cela assez plausible. Déjà, il faut expliquer que Julien n'a pas repris le contrôle de dizaines de milliers de kilomètres carrés de territoire avec seulement 2 ou 3 légions en quelques mois. En effet, car depuis toujours, il est plus difficile de mener des opérations de maintien de l'ordre ou de contre-guérilla que d'écraser une grosse armée ennemie en une fois sur un champ de bataille, comme avec les Alamans. Ce n'est pas que les Romains ne savent pas mener ce genre d'opération de police, mais c'est surtout que cela prend du temps. Beaucoup de temps et beaucoup d'hommes pour traquer et exterminer chaque bande une par une, comme pour le siège de 54 jours sur la Meuse. Et pour être clair, Rome n'a plus assez de soldats et de contrôle sur son territoire pour mener elle-même tous ces nettoyages. Il faut donc laisser les Francs opérer dans la région avec leur business de tête coupée. C'est le choix de l'efficacité au détriment de la morale ou de l'éthique pour Julien, tout Romain civilisé qu'il soit. Pas très glorieux, et cela en dit long sur la faiblesse du pouvoir central à Rome à ce stade. Mais au final, au-delà de ta petite histoire de la bande bien sympathique de Charietto, et de cette anecdote marrante, je trouve que ça commence à faire pas mal de francs de tout type qui se baladent en Gaule durant ce IVe siècle. Alors c'est clair. Et on peut quand même commencer à se poser des questions sur le nombre exact qui, honnêtement, est à peu près impossible à estimer de Francs qui vivent en Gaule. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'au moins au travers des textes et de l'archéologie, même si elle ne suffit pas à mesurer précisément le phénomène, il y a bien plusieurs types d'hommes qu'on peut considérer comme francs qui vivent en Gaule au milieu du IVe siècle, et notamment en Gaule du Nord. Alors d'abord, et on en a abondamment parlé, les francs d'Empire. On parle de ces francs historiquement intégrés à la suite des défaites militaires et des opérations de nettoyage opérées par les Romains en Germanie libre et qu'ils ont relocalisés sur leurs terres comme prisonniers. Quel qu'ait été leur statut juridique exact, qu'on les appelle let ou deditis, ces prisonniers ont bien été intégrés en masse et relocalisés pour une bonne partie en Gaule depuis Probus en 276. À défaut d'être venus de leur plein gré, ceux-là sont à peu près identifiables dans l'Empire romain, vivant même parfois sur des territoires spécifiques comme les Lettes massés dans 12 territoires appelés préfectures au nord de la Gaule et sous contrôle impérial. En restant officiellement séparés du reste de la population et en disposant d'un statut spécifique, ils gardent probablement une certaine forme de cohésion et d'identité durant le IVe siècle, en servant de réservoir d'hommes de guerre, voire d'officiers supérieurs pour les plus talentueux, comme l'ont prouvé les Sylvains, les Magnances et les autres. Ensuite, on a inévitablement les véritables envahisseurs, dirions-nous. Enfin, envahisseurs, disons plutôt des Francs libres, venus piller, mais plus majoritairement s'installer peu à peu sur les terres d'Empire, en profitant du désordre. Les Romains couvrent toujours ça d'un label simpliste du genre tous des voleurs. Ça sonne bien comme il faut avec leur propre population et opinion publique, qui ne peut que plébisciter le prince au pouvoir, s'interposant entre les braves gens
et la racaille barbare. Mais il est clair qu'au-delà de quelques bandes de pillards, ce sont principalement des populations civiles qui finissent progressivement par prendre pied côté ouest dans le sillage des raids et de la désorganisation. Soit parce que la vie n'est pas si amusante que ça outre-Rhin, avec l'intensification des déséquilibres démographiques et des mouvements de population dont on a parlé dans les tout premiers épisodes, qui poussent des hommes vers l'ouest, soit parce que les désordres successifs des dernières années en Gaule ont laissé tellement de terres cultivables que l'appel d'air est fort pour des paysans et leurs familles. Quoi de mieux en effet que des terres fertiles au nord de l'Empire, dépeuplées au fil des épidémies et des troubles, qui n'attendent que des fermiers disponibles. Dans tous les cas, les installations plus ou moins autorisées font sans doute aussi partie du mécanisme d'implantation de Germains en terre d'Empire au IVe siècle. Et autant vous dire qu'il serait extrêmement ambitieux d'essayer de faire un pourcentage, voire même une estimation grossière du nombre de personnes dont on parle dans ces différents cas de figure, sans même considérer les cas particuliers comme Charieto, avec sa troupe de francs libres, vivant en terre impériale, mais au service des Gallo-Romains. Cependant, on parle en toute vraisemblance de petites communautés par rapport à la population totale de la Gaule, comptant déjà plusieurs millions d'habitants. D'ailleurs, même si on savait précisément combien de francs ont franchi le Rhin au fil de ces années, ce qui n'est pas le cas, notre calcul serait faux de toute façon, parce qu'on parle d'un phénomène progressif qui s'est déroulé sur plusieurs décennies, avec donc des niveaux d'assimilation plus ou moins avancés selon les groupes et leur date d'entrée sur le territoire. Exactement, ce qui rend donc tout calcul assez improbable. Parce qu'on doit faire le pari de l'acculturation au fil de ce siècle. Des populations qui s'installent par vagues progressivement sur des décennies sur un même territoire abandonnent sans aucun doute une partie de leur identité précédente pour adopter peu à peu le bagage culturel local. On peut donc parfaitement imaginer que les Germains installés dans les campagnes, quel qu'ait été leur statut légal, adoptent au fur et à mesure les coutumes et les habitudes de leurs voisins, par simple mimétisme. On a parlé de la religion lors d'un épisode précédent, par exemple, avec le cas emblématique de Sylvain. Mais il doit y avoir un paquet d'autres exemples de Francs, finissant par s'imprégner de la culture qui les environne, de la langue ou des habitudes du coin, au gré des échanges et des influences. Que ce soit par commodité ou par choix, par simple désir d'intégration ou par nécessité économique, l'appel à se fondre dans la masse des voisins, plus nombreux, doit être très fort. Concrètement, les enfants des enfants des enfants des premiers migrants francs de la fin du IIIe siècle se sentent-ils encore francs, ou des Romains à ascendance germanique, ou des Romains comme n'importe lesquels? Comment savoir? Et là, on parle juste du phénomène d'influence culturelle entre les groupes, mais on peut aussi parler des mariages mixtes, qui là aussi ont inévitablement eu lieu, malgré les interdictions officielles comme dans le cas des Lettes. Prenons l'exemple de Magnance, qu'une source décrit d'un père britannique et d'une mère franque. Prenons notre ex-superstar Sylvain, né de Bonitus, mais élevé à la romaine et sans doute d'une mère venant de la Campanie en Italie. Ils étaient quoi exactement? Semi-francs? Demi-francs? Nouveaux francs? Anciens francs? Francs à temps partiel? D'ailleurs, si on veut pousser le bouchon plus loin, ça doit aussi aller dans l'autre sens. Car rien ne prouve que des vrais gallo-romains 100% ADN certifié local n'aient pas aussi fini par s'inspirer de leurs voisins germaniques de la même manière dans les régions où ils étaient très présents, ou de se faire recruter dans les légions romaines de francs d'Empire levées localement et d'adopter le style général de la majorité de leurs compagnons d'armes. En réalité, beaucoup d'historiens sont convaincus que pour la partie la plus septentrionale de la Gaule, la concentration de Germains est telle que c'est aussi un phénomène inverse qui doit se produire, avec une germanisation progressive de la population gallo-romaine qui adopte peu à peu une partie des croyances, du style de vie et de la culture de leurs voisins qui s'installent dans leur région. Fondamentalement, on assiste sans doute, à partir de la fin du IVe siècle, au début d'une véritable ethnogénèse dans le nord de la Gaule, c'est-à-dire la naissance d'un peuple hybride, germain et gallo-romain, qui se forme plus par la coopération que par la guerre. Si je te suis bien, tu nous expliques dans le fond que les Germains étaient déjà en train de se mélanger avec les populations des frontières de l'Empire romain depuis belle lurette, et qu'on aurait tort de croire les auteurs antiques quand ils semblent sous-entendre que tout ça dépendait de l'efficacité de tel ou tel empereur pour bouter les Germains hors de Gaule. J'avoue que j'aime bien ton hypothèse, selon laquelle Rome n'y peut pas grand-chose,
Que ce soit à coup d'échange commercial ou à coup d'épée dans la tronche, que Rome laisse un peu faire ou tente de rebloquer toutes les frontières, les efforts des Augustes sont voués à l'échec, car le changement était en marche, structurellement et depuis plusieurs générations. Les empereurs romains pouvaient bien se donner le beau rôle dans leurs proclamations et se faire appeler Germanicus Maximus ou Gallia Restitutor, de tous les titres ronflants qu'ils aimaient tant. L'intégration du monde germain et romain était en marche en Gaule, mais aussi dans d'autres régions comme sur le Danube, et rien ne pouvait vraiment l'endiguer. En tout cas, à l'aune du dynamisme de l'Empire romain de l'époque. Mais si on retourne voir Julien, qui continue son travail en Gaule, qu'est-ce qui change dans cette fin des années 50? En vérité, pas grand-chose, voire rien du tout par rapport à la politique suivie par Rome depuis un siècle ou plus. On va dire que suivant sa grosse victoire à Strasbourg, Julien fait du classique de chez classique pour les opérations de pacification contre les Alamans ou les Francs. Il traque les grosses bandes qui pillent le territoire, il rétablit les défenses sur les points de passage du Rhin, et il lance des expéditions punitives sur les territoires des tribus locales pour les mettre au pas. Mais il ne renvoie pas outre-Rhin des quantités massives de paysans installés en Gaule depuis longtemps, et il n'arrête sans doute pas les immigrations pacifiques qui continuent à se développer. En fait, Julien ne déroge pas à la politique brutale de maintien de l'ordre de ses prédécesseurs, qui, à défaut de ramener l'Empire romain à une pureté originelle mythique, remet surtout le pays en marche économiquement. Et pour ce qui est des Francs particulièrement, on le voit notamment réoccuper l'extrême nord de la Gaule côté rive gauche du Rhin, avec un coup de maître de diplomatie agressive en 358. Car Julien est définitivement devenu un sacré malin en matière militaire comme diplomatique. On apprend donc que des envoyés des Francs saliens, installés autour des Bouches-du-Rhône, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, se portent à la rencontre du César cette année-là avec des propositions de paix. Ses émissaires veulent s'arranger avec lui pour qu'il reconnaisse leur établissement et leur semi-indépendance à l'extrême nord de l'Empire romain, dans cette région qu'on appelle la Toxandrie à l'époque, c'est-à-dire la région d'Anvers, sur la rive sud du Rhin. Et notre César, bien aimable face à des gens si raisonnables et polis, fait semblant dans un premier temps d'accepter leur proposition de paix. Alors, qui sont exactement ces gens et pourquoi ils sont là, c'est difficile à dire. Pour ceux qui se rappellent l'épisode 22, c'est soi-disant la même région où Constance Chlore, en 293, avait établi le tout premier roi des Francs, le chef Génobo, dans sa grande reconquête de la Bretagne. Alors, qu'en est-il advenu en 70 ans de Génobo et de ses Francs installés dans la région? Personne n'en sait rien. Ni qui sont ces nouveaux Francs saliens, peut-être leurs vagues descendants ou peut-être des hommes différents. En tout cas, eux sont perçus comme installés illégalement cette fois dans la région. Mais nos Saliens déclarent sans prendre de gants à Julien qu'ils se considèrent chez eux en Toxandrie, en lui promettant de se tenir tranquille, pourvu qu'on les laisse en paix. Alors, ça peut sembler peut-être très raisonnable sur le papyrus, mais c'est une demande qui ne peut pas fonctionner avec la volonté de reprise en main de la Gaule par Rome. D'autant que le Rhin est un corridor critique pour acheminer du blé de la province de Bretagne et que cette source de ravitaillement est indispensable pour les troupes de la région. Pour un Romain comme Julien en charge de ramener la paix et l'autorité de Rome, accepter ce genre de demande serait une erreur stratégique doublée d'une humiliation sans précédent. Julien, malgré les injonctions des fonctionnaires de Constance, rapides à payer les barbares pour avoir la paix, va vite montrer de quel bois il se chauffe. Été 358, après un beau numéro d'acteurs devant les représentants leur promettant un peu tout ce qu'ils veulent, Julien finit par renvoyer les Saliens tout confiants chez eux, avec un bon traité de paix en bonne et due forme. Sauf qu'à peine partis, les émissaires sont suivis de près par l'armée impériale, qui file discrètement vers le nord et tombe sur le rable de ce peuple qui pensait avoir négocié son indépendance avec succès. Julien écrase dans le sang la rébellion des Saliens durant une campagne implacable qu'il poursuit d'ailleurs outre-Rhin contre les Chamaves, vivant sur la rive nord, une autre peuplade faisant partie de la Confédération franque, qui subit le même traitement de choc dans la foulée en automne 358. Ce qu'on peut se demander, c'est ce que les Chamaves avaient précisément à voir avec la dispute des Saliens pour mériter de se prendre une rouste eux aussi de façon collatérale. On n'en sait rien, mais les Romains ont certainement dû se dire que ça renforcerait le message un peu de cruauté gratuite, à moins qu'il n'y ait eu de vraies raisons, mais qui ne soient pas parvenues. C'est sûr que les Romains ne font pas dans la dentelle quand on parle de pacification. Dans un autre passage, parlant des Alamans en 359 par exemple, Ammien Marcellin nous dit, je cite,
Mais une fois qu'on eut touché le sol ennemi, tout fut mis à feu et à sang. Après avoir égorgé une foule d'habitants et incendié leur frêle demeure, l'armée ne rencontrait plus que des mourants ou des gens qui demandaient grâce. Sympa le pacificateur romain. Dans le genre, tu vas rester en paix pendant que je te tranche la gorge. Mais au-delà du côté gore, est-ce qu'on est clair que ces opérations de police ne changeaient rien vraiment à l'affaire? Alors, malgré les propos toujours apaisants et remplis de bienveillance des historiens romains envers les barbares, tout le monde ne meurt pas toujours après ces soi-disant opérations. Et Julien s'en remet aux vieilles techniques qu'on a toujours connues. Soit faire des prisonniers qui viendront grossir les populations d'esclaves et de travailleurs, soit faire des soldats en intégrant les vaincus dans ses légions comme contingent supplémentaire. Ou même accepter une réimplantation massive de civils germains côté romain, mais sous un statut de dépendant, pour repeupler le pays et lui fournir des bras. Ce qui semble bien être le cas en Toxandrie, par exemple, dans ces fameuses bouches du Rhin, là même où ces hommes demandaient à vivre à paix en 358. Mais bon, cette fois, on leur accorde leur requête à la petite différence que c'est sous le contrôle de Rome, même si le statut qui leur est offert n'est pas tout à fait clair, et on en reparlera là aussi. D'ailleurs, même si on vous parle des chamaves renvoyés chez eux, on peut parier que Julien n'a plus ni le temps ni les moyens de faire de la déportation massive en 358. Ça reste plus rentable de garder sous l'autorité romaine des populations qui, objectivement, sont maintenant un peu chez elles, côté rive sud. Et Julien va donc passer 2 ans supplémentaires à enchaîner des opérations de ce type en Gaule du Nord, intervenant alternativement contre les Francs ou contre les Alamans. De 358 à 360, le César confirme son coup d'éclat de Strasbourg et fait définitivement ses preuves en Germanie en s'imposant comme un chef romain de première catégorie. Parce que, dans le fond, le véritable titre de gloire de Julien, c'est bien qu'il rétablit l'autorité de l'Empire par son action décisive en l'espace de 4 ans. C'est ça son succès, plus qu'un retour à une soi-disant pureté de l'ADN gallo-romain par la purge de Germain du territoire. Une purge qu'il n'a sûrement pas accomplie, et qui n'est qu'une ficelle rhétorique des auteurs romains pour dissimuler la transformation en profondeur qui s'opère en Gaule du Nord, quel que soit le leader en chef des armées. Pour un homme sur qui personne ne pariait un sesterce lorsqu'il a quitté Milan 4 ans plus tôt, à la demande de son oncle, c'est une réussite spectaculaire, qui, comme toute réussite dans l'Empire romain, va lui attirer des admirateurs comme des jaloux, notamment à la cour impériale de Milan, et peut-être plus vite qu'il ne le pense. Cependant, on peut considérer que la mission est accomplie pour Julien, qui gagne ainsi une immense popularité en Gaule et parmi ses légions. La reprise en main lui a assuré le soutien de la population du pays, à n'en pas douter. Et pour les armées locales, les opérations à succès de pacification des Francs et Alamans aux frontières, qui s'accompagnent toujours de pillages de la part des Romains, ont aussi bien dû aider à en faire un chef populaire. Tout va bien pour Julien. Enfin, tout va bien jusqu'à ce que son cousin Constance II lui envoie un message un peu sec, lui rappelant que c'est bien joli toutes ces opérations sur le Rhin, mais que l'empereur a besoin de ses légions, de beaucoup de légions même, et vite de préférence, afin de mener sa guerre à l'est contre les Sassanides qui prend de l'ampleur. Et que jusqu'à nouvel ordre, l'Empire n'a qu'un seul boss, et il s'appelle Constance II. Pour Julien, l'heure des choix difficiles va sonner en 360. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.